S'interroger sur le stratège que fut Napoléon, c'est d'abord définir la stratégie et son évolution. Car c'est à cette époque, justement, que la notion se lie intimement au pouvoir et au talent de celui qui l'incarne. Quel but poursuivait Napoléon au faîte de sa gloire ? Pourquoi celui que l'on considérait comme le plus grand chef de l'époque refusait-il d'écouter ses conseillers ? Stratège inégalé, c'est paradoxalement sur le champ de bataille que, vaincu, il perd l'empire qu'il avait bâti, rattrapé par ses adversaires européens. Néanmoins, 200 ans plus tard, le nom de Napoléon fait toujours référence au succès militaire. Vous écoutez Napoléon, la campagne de Russie, épisode 1. Premier jour de campagne, 1 demi-million d'hommes. On parle français dans les colonnes, mais aussi italien, allemand, polonais, portugais, espagnol. L'armée des 20 nations. Le premier empire, en marche vers son destin. Napoléon veut une campagne éclair, une démonstration de force qui suffira, croit-il, à ramener le tsar à la raison. Il veut parachever son rêve, faire de tous les peuples d'Europe le même peuple. On leur a promis un retour rapide dans leur patrie. Mais au-delà du fleuve Niémen, qui marque la frontière de la Pologne avec l'Empire russe, c'est l'inconnu. La chose la plus importante à dire, c'est que la Grande Armée est la plus grande armée jamais vue dans l'histoire européenne. La particularité de la grande armée napoléonienne, c'est qu'on y trouve des civils en nombre très élevé. Certains officiers, voire même des sous-officiers, emmènent avec eux femmes, parfois enfants. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Maîtresses, etc. Ce qui fait que la caravane de l'armée est parfois un petit peu bigarrée. Certains sont avec lui depuis la campagne d'Égypte. Ce sont les vieux grognards qui correspondent à l'assise en fait de cette grande armée. Marie-Pierre Ray, professeur d'histoire russe à l'université de la Sorbonne. Ils sont confiants, ils suivent cet homme qui pour eux est une étoile, un génie. Napoléon savoure cette entrée en campagne. Ça y est, il est sur la terre des tsars. Dans une lettre à Marie-Louise, son épouse, il montre son optimisme et une certaine désinvolture. Il écrit « Mon ami, j'ai passé le Niémen. Aucune affaire importante n'a eu lieu. Ma santé est bonne, mais la chaleur est excessive. » Le vrai adversaire de Napoléon pour instaurer la prépondérance française en Europe, c'est l'Angleterre. Son objectif, c'est de mettre l'Angleterre à genoux et de l'obliger à faire la paix. Alors, dans ce contexte, il a conclu en 1807 une alliance avec la Russie. En réalité, c'était une alliance du fort au faible. Cette alliance obligeait, par exemple, la Russie à déclarer la guerre à l'Angleterre et à cesser tout commerce avec les Anglais. Or, les Russes n'ont jamais pu respecter cette partie de l'accord, tout simplement parce que le commerce avec l'Angleterre était vital à leur économie. Et puis l'autre élément, encore plus idéologique, Marie-Pierre Ray, professeur d'histoire russe à l'université de la Sorbonne. C'est de dire que finalement, en allant porter le fer en Russie, il sert la civilisation européenne contre la barbarie asiatique dans laquelle la Russie se complaît. Si l'on posait la question à des Russes, ils répondraient que Napoléon voulait conquérir la Russie. Victor Bezotosny, directeur du Musée national d'histoire de Moscou. Napoléon veut gagner la guerre rapidement. Il s'attend à défaire l'armée russe en moins de 2 mois. Dominique Lieven, professeur d'histoire russe à l'université de Cambridge. Forcer Alexandre à faire la paix à ses conditions. Mais il ne veut pas détruire l'Empire russe. Il ne veut pas chasser Alexandre de son trône. Il veut mener une guerre limitée. Pour Alexandre, l'ennemi à abattre, c'est Napoléon. Pas la France, dont il admire profondément la culture et l'histoire. C'est même en français, autant qu'en russe, qu'il aime à s'exprimer. Alexandre Ier est un être compliqué. Il est dans un sens un politicien rusé et tenace, mais par ailleurs, il est très sensible et facile à blesser. Qui ne fait pas de complexe d'infériorité militaire à l'égard de Napoléon à cette époque ? Alexandre a essayé de commander les armées pendant la campagne de 1805. Ça s'est terminé par une catastrophe terrible à la bataille d'Austerlitz. Donc Alexandre sait qu'il n'est pas un grand militaire. Et d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire russe, en 1812, il va accepter de ne pas prendre personnellement le commandement en chef de son armée. Alexandre tire donc des enseignements de sa défaite de 1805 à Austerlitz.
Napoléon lui avait habilement laissé croire qu'il ne disposait que de 40 000 hommes, alors qu'il en avait le double. Piégé, berné, humilié, le tsar et son allié autrichien avaient abandonné 16 000 morts sur le champ de bataille. La première d'une longue série de triomphes pour la Grande Armée jusqu'à son entrée en Russie, 7 ans plus tard. Pour faire pression sur Alexandre, des espions français font circuler des manifestes dans les villages. De quoi semer le trouble chez les paysans russes. 30 millions de paysans vivent en esclavage. Le moindre écart envers la noblesse est cruellement réprimé. Ils rêvent sûrement de liberté. En promettant d'abolir le servage, Napoléon pourrait gagner leur loyauté. Mais malgré leur souffrance, ils sont attachés à la terre russe. C'est leur monde. Ils ne savent rien de ces Français qui approchent. En ce début de campagne, il est donc encore impossible à Napoléon comme à Alexandre de prédire ce qu'il en sera du comportement des paysans et de leur fiabilité. La Russie n'est qu'une immense incertitude. Sur le territoire de la Russie, et depuis 300 ans, il n'y avait eu aucune invasion. Victor Bezotosny, directeur du Musée national d'histoire de Moscou. Aussi, le peuple russe a perçu l'intrusion de Napoléon sur leur sol comme une invasion comparable à celle des Tatars mongols d'antan qu'avaient pu connaître leurs grands-parents. Pamphile Nazarov n'a que 20 ans, mais le tsar a besoin de soldats pour combattre Napoléon, que l'on présente comme l'antéchrist. Et Pamphile, parce qu'il est jeune et célibataire, est désigné d'office par la communauté villageoise. Les jeunes moujiks comme lui sont incorporés avec l'accord de leurs propriétaires, qui contribuent de cette manière à la défense de leur sainte mère Russie. Enrôlés pour une période de 25 ans, ils seront ensuite considérés comme des hommes libres, s'ils survivent. Pamphile Nazarov fera le difficile apprentissage de la vie de soldat, et bientôt il sera prêt à affronter la Grande Armée. Au moment de leur enrôlement dans l'armée, les moujiks étaient pratiquement sûrs de ne plus jamais revoir leur famille et leurs proches. La vie de soldat était très dure. Le régiment va devenir leur famille. Marie-Pierre Ray, professeur d'histoire russe à l'université de la Sorbonne. Et ça, c'est un élément fondamental qui expliquera aussi le courage avec lequel on se bat pour son régiment, qui est un substitut en réalité de la famille. Il est vrai que les nobles russes avaient très peur que Napoléon promette et abolisse le servage en Russie et que cela fasse naître le chaos. La Grande Armée avance en direction de Vilnius, mais l'ennemi se dérobe, refuse le combat. La garde impériale de Napoléon repère finalement une colonne russe. Premier affrontement, premier corps à corps. Des deux côtés, on jure de se faire tuer plutôt que de céder un pouce de terrain. Cruel avant-goût des combats à venir. Les Français repoussent facilement leurs assaillants, ce qui entretient l'illusion. La capitulation du tsar n'est qu'une question de jours. La Grande Armée se prépare à entrer dans Vilnius, capitale de la Lituanie. Vilnius a fait autrefois partie du royaume de Pologne avant d'être annexé par la Russie. Mais le tsar vient d'abandonner la ville. Une grande satisfaction pour les habitants de Vilnius et les 30 000 soldats polonais engagés dans la Grande Armée. Quand les Français sont entrés à Vilnius pour la première fois, les Polonais, et en particulier la noblesse polonaise, ont accueilli les Français comme leurs libérateurs, parce qu'ils croyaient que Napoléon leur donnerait la liberté. Mieux que la liberté, il ferait renaître l'État polonais. Une partie de la Pologne appartient encore à l'Autriche, et Napoléon a besoin de ses alliés autrichiens pour vaincre les Russes. Les Russes n'ont pas fui spontanément, si l'on peut dire, devant les Français. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. C'était une stratégie qui avait été décidée par les états-majors, à peu près un an avant l'entrée des Français en Russie. Le retrait de l'armée russe doit évidemment s'accompagner de tous les moyens conduisant à freiner l'avancée de l'armée de Napoléon. Jacques-Olivier Boudon,
professeur d'histoire à l'université de Paris-Sorbonne et président de l'Institut Napoléon. Parmi ces moyens, il y a évidemment la politique de ce qu'on a appelé la terre brûlée, qui consiste à détruire tous les stocks disponibles de nourriture, de vivres, mais aussi de fourrage pour les animaux, tout le cheptel. À la poursuite de l'insaisissable armée russe, la grande armée a quitté Vilnius, à marche forcée, 20 à 40 km par jour, toujours plus loin, toujours plus à l'est. À cause des pluies torrentielles, il faut se débattre à chaque pas dans la boue pour ne pas y laisser ses bottes. Les Russes ayant brûlé moulins et entrepôts, on manque de fourrage pour la cavalerie. On arrache la paille pourrie des chaumières, mais les chevaux en crèvent. Pénurie de pain, dysenterie, blessés qu'on ne peut soigner. On comptera bientôt plusieurs milliers de maraudeurs et déserteurs. Dès les premières semaines de la campagne, on va voir apparaître les premiers dysfonctionnements, les premiers, je dirais pas famines parce que c'est excessif, mais en tout cas les premiers problèmes d'approvisionnement alimentaire. Ce sont incontestablement plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui pratiquent la maraude, vivent au crochet de l'armée, mais sans pouvoir être opérationnels sur le plan militaire. Pour resserrer les rangs de son armée, retrouver une cohésion, Napoléon a plus que jamais besoin de la grande bataille qu'il appelle de ses voeux depuis des semaines. Au loin, une multitude de points lumineux, les bivouacs de l'armée russe, l'armée du tsar, le moment tant attendu. Ils sont là, tout près, sous ses yeux. Napoléon touche au but. La grande bataille est pour demain. Une victoire digne d'Austerlitz, et cette guerre sera finie. Le sergent Bourgogne et ses hommes se préparent pour l'affrontement. On nettoie les armes, vérifie les fusils. On découpe du linge en cas de blessure. Sur le champ de bataille, il faut pouvoir se soigner tout seul. Certains rédigent leur testament, leur dernière volonté, mais rêvent de revoir femmes et enfants. D'autres, apparemment insouciants, chantent ou dorment. Cette campagne a déjà coûté à Napoléon, en hommes, en chevaux et en matériel, l'équivalent de 2 batailles perdues. Il est urgent de triompher. Napoléon comprend qu'il a été berné. Aucune bataille n'aura lieu. Les Russes ont disparu, sans laisser de traces. Il faut donc se remettre en marche inlassablement sur la route de Smolensk. L'été russe est torride. L'eau potable commence à manquer. Certains bataillons n'ont plus que de la bière pour étancher leur soif. Mais on tient debout et on avance. En dépit de toutes les difficultés du début de campagne, Napoléon a quand même une stratégie. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Il est là pour faire la guerre, et cette stratégie, elle va presque réussir, puisque par les mouvements de ses différents corps, il oblige les armées russes à se réunir autour de la ville de Smolensk. 6 heures du matin, les premiers bombardements. Napoléon s'attend à affronter les armées du tsar, mais seuls 20 000 soldats ennemis sont présents. Ils ont reçu l'ordre de défendre Smolensk, coûte que coûte. Derrière ces remparts, la ville est en bois et s'enflamme. Hommes, femmes et enfants qui n'ont pu fuir meurent brûlés vifs ou asphyxiés. La ville est perdue. Napoléon est donc victorieux, mais en lui faisant obstacle, les défenseurs de Smolensk ont permis à l'essentiel de l'armée russe de s'échapper en direction de Moscou. Certains compareront la tragédie de Smolensk à celle de Pompéi. Caulaincourt écrira « Napoléon croyait à une bataille parce qu'il la désirait, et qu'il la gagnerait. Il restait convaincu qu'Alexandre demanderait bientôt la paix. Son enivrement continuait.
et je comprenais qu'il n'y avait plus à compter sur les bonnes inspirations qui m'avaient naguère rendu si heureux. Le sort de la ville va être tragique, puisque cette ville, qu'on disait magnifique à l'époque, va être totalement détruite par un incendie largement allumé par les Russes, suite de la politique de la terre brûlée. À Smolensk, on a une sorte de tournant, premier tournant de la guerre, dans la mesure où des civils à grande échelle sont également désormais des victimes de guerre. On considère que c'est à partir de la prise de Smolensk qu'a commencé la guerre patriotique contre l'occupant français. Vous venez d'écouter Napoléon, la campagne de Russie. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la campagne de Russie est un podcast coproduit par Initial Studio et Dockside Productions. Adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Dockside Productions et Indigène Productions, en association avec Z, et réalisé par Fabrice Ourlier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.